Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er mai 2024. Je vous avais promis que je serais là malgré que c'est un jour chômé. Les Français sont fermés, une partie des marchés européens sont fermés, la plupart des gens sont fermés et j'imagine qu'il n'y aura pas des tonnes de gens qui vont regarder cette vidéo, donc je me suis levé pour rien. Mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de faire le tour de ce qui s'est passé hier parce que hier était quand même une journée relativement importante puisque l'un dans l'autre, eh bien, on a clôturé le pire mois depuis novembre 2022, le pire mois boursier. Les indices américains se sont fait littéralement démonter hier soir, j'aime bien exagérer un peu, ça met un petit peu l'ambiance en ce matin gris, mais globalement, c'était une sale journée. On a vraiment un sentiment de mal à l'aise. On va revenir après sur le sujet des semi-conducteurs qui n'ont vraiment pas une belle tronche, après les publications d'hier également. On est dans une situation un petit peu compliquée parce que finalement, dans un point de vue purement technique, on voit quand même qu'on est en train de créer gentiment une tendance descendante et ça, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir. Et vous rajoutez là-dessus la macro qui continue à nous taper dans les genoux et à nous tacler de tous les côtés, c'est un tout petit peu difficile et c'est compliqué de garder cet optimisme que nous avons chevillé au corps depuis fin octobre 2024. Donc nous allons prendre quelques minutes, probablement plus que les 12 minutes prévues, pour parler de tout ce qui s'est passé hier, parce qu'il y a eu beaucoup de publications, des chiffres macro à décortiquer, et puis il faut se chauffer pour ce soir, parce que ce soir, Monsieur Powell, il va parler, et le truc qu'il faut retenir, c'est qu'après la journée d'hier, la probabilité de voir baisser les taux aujourd'hui est passée à 1 au mois de décembre. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. On se souvient, pour la bonne bouche, que le 1er janvier, on était convaincu que ça serait entre 6 et 8 baisses durant toute l'année. Voilà, comme quoi les choses changent rapidement. Nous sommes le 1er mai et on n'a plus qu'à une baisse attendue sur l'année. Alors comme d'habitude, on va attaquer par la macroéconomie. Alors la macroéconomie, je vous le disais, les chiffres sont pas extraordinaires, c'est pas la monstre bonne ambiance. Alors hier, on a eu deux chiffres. Le premier, c'est l'Employment Cost Index, en fait les coûts de la main-d'œuvre aux États-Unis. Alors c'est aussi un coût qui peut être lié à l'inflation, puisque quand on regarde qu'il était attendu à 1% de croissance et qu'il sort à 1,2%, eh bien ça veut dire que ça coûte plus cher d'engager du monde, donc forcément ça se répercute sur les prix, donc ça se répercute sur l'inflation, donc c'est encore un indicateur qui explique que la Fed, elle peut pas baisser les taux, et si la Fed, elle peut pas baisser les taux, eh bien c'est pas ce qu'on avait prévu en début d'année, donc forcément ça fait pas plaisir. Et puis le deuxième chiffre qui est sorti hier également, c'était la confiance du consommateur qui, elle, est en berne. Le consommateur a de moins en moins confiance, donc on a un peu quand même l'impression que l'économie est en train de se, pas dire contracter, mais car elle a 2-3 petits problèmes, malgré qu'on nous dit que tout va bien, que c'est génial, c'est super, visiblement c'est pas tout à fait ça. Et puis même quand on regarde un petit peu à l'intérieur des chiffres qui ont été publiés hier par les sociétés, vous verrez que tout le monde n'est pas d'accord sur l'euphorie ambiante qu'on nous vend aux États-Unis. Donc grosso modo, des chiffres macro qui disent que ça va pas si bien que ça au niveau de l'économie, mais que malgré tout, on maintient quand même une inflation super élevée. Donc ça veut dire quoi? Croissance molle plus inflation relativement forte, et ça veut toujours dire stagflation potentielle. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu la presse américaine, vous verrez que de plus en plus d'experts viennent aborder le sujet de la stagflation parce qu'il faut être à la mode. D'ailleurs, c'est dans le dernier rapport économique et stratégique de JP Morgan qui a été publié il y a 48 heures. Vous rajoutez à ça le fait que le marché de l'immobilier était en hausse de 6,4% sur le mois dernier. Donc 6,4% avec des taux hypothécaires qui frisent le 7% dans certains États. Autant vous dire que ça va être pratique pour acheter de l'immobilier. Indirectement, ça fait aussi augmenter les coûts des loyers, donc ça fait aussi augmenter l'inflation. Vous rajoutez à ça l'endettement américain, l'endettement du gouvernement, dont on préfère ne pas parler parce que ça fait trop mal de prononcer le nombre de zéros qu'il y a après 35. Et puis, si vous regardez aussi l'endettement au niveau des cartes de crédit, l'endettement des privés aux États-Unis qui commence à prendre l'ascenseur toujours et encore, mais ça aussi, on préfère ne pas en parler parce que c'est mal et parce que c'est péché. Quand je regarde les graphiques, quand je regarde les chiffres économiques qui sont sortis, quand je me dis que ce soir, Powell pourrait éventuellement nous annoncer que là, tout de suite, la baisse des taux, on peut s'accrocher derrière les oreilles, bien qu'on l'attende déjà un petit peu, ce qui serait pire dans tout ça, c'est qu'il va nous dire
que du coup il excluait plus vraiment le fait de monter les taux. Ça, ce serait un joli petit coup derrière la nuque. Mais quand je vois tout l'ensemble de ces choses qui sont mises ensemble, tous ces mauvaises nouvelles, tous ces trucs qui vont pas, qu'on n'a pas voulu voir pendant tous ces mois en 2024, je me demande si finalement on n'est pas en train de se préparer un truc du style Perfect Storm. Donc, bref, je sais pas, mais je suis pas un monstre à l'aise. Et on va revenir aussi au sujet des semi-conducteurs qui sont, je vous le rappelle, un leading indicator et qui montrent que ça commence à coincer aux entournures. Mais bon, bref, parlons chiffres trimestriels. Vous savez qu'hier, il y avait beaucoup de monde qui était là, donc beaucoup de chiffres. Alors, on va essayer de compresser ça le plus possible pour essayer que ce soit pas trop indigeste. Tout d'abord, on commence avec 3M. Alors, 3M a enfin sorti des résultats meilleurs que les attentes. Le titre prenait 5% durant la séance. Enfin, une belle séance pour 3M. Alors, le petit pendant négatif, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient couper le dividende plus ou moins en deux, parce que forcément, ils vont utiliser 40% de leur free cash flow pour distribuer sur le dividende, mais comme ils ont dû faire des provisions pour toutes les casseroles qu'ils avaient derrière, c'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout que 3M fait partie des dividendes aristocrates, donc ils risquent de ressortir de cet indice. Oui, parce que ça fait plus de 25 ans qu'ils augmentent le dividende chaque année, et là, ils vont le baisser, donc forcément, normalement, il devrait se faire jeter. Bref, en tous les cas, en dehors de ça, malgré tout, le marché l'a bien pris. Pourquoi? Parce que finalement, 3M a laissé ses casseroles derrière et peut enfin se concentrer sur l'avenir qu'il a devant eux. Et puis, comme ils avaient déjà prévenu que ce serait une année compliquée, on a déjà anticipé pas mal de merde, ce qui fait que tout d'un coup, les gens se disent « Ah ouais, bah finalement, 3M c'est pas mal, même si le dividende est pas terrible. » Quand on regarde le graphique, on se dit que peut-être on est en train de vivre une belle recovery story. Et quand on voit où est 3M aujourd'hui et le potentiel de rebond, il y a peut-être du chemin à faire qui du coup nous ferait dire que le dividende de 6%, bah il va pas nous manquer tant que ça. Résultat de McDo également hier. Alors McDo, bof, pas terrible, des chiffres plus ou moins en ligne, légèrement en dessous, des commentaires extrêmement prudents. Alors bien sûr, ils ont des problèmes à cause des boycotts qui ont eu lieu à cause de la guerre à Gaza. Ils ont aussi des problèmes parce que finalement les gens consomment un petit peu moins. Bon, en même temps, ça a tellement augmenté que forcément ça motive un peu moins, puis c'est pas que la qualité a vraiment explosé. Et puis derrière, ils sont aussi dans une énorme restructuration qui leur coûte bien évidemment du pognon. Bref, des chiffres pas extraordinaires. À l'annonce des chiffres, le titre a perdu 3%, et puis finalement, il a rebondi et il terminait plus ou moins la journée inchangé. Bref, ça reste de la grosse consommation. Les chiffres sont pas si bons que ça, mais finalement, on a l'air de s'en contenter quand même. Un peu la même histoire chez Coca. Ils ont battu plus ou moins les chiffres un peu partout, mais sans vraiment faire quelque chose d'exceptionnel, légèrement en dessus. Résultat, le titre ne faisait rien non plus, donc on voit que sur les gros trucs de la consommation, pour l'instant, ça intéresse pas des masses et les investisseurs dans l'immédiat. En revanche, chez Eli Lilly, ça intéresse beaucoup plus les gens. Le titre qui a explosé ces derniers mois à cause de leurs médicaments contre l'obésité. Donc Eli Lilly a pulvérisé les attentes, enfin a fait nettement mieux que les attentes. Ils ont augmenté leurs attentes de vente pour leurs deux produits, donc le Mounjaro et le Zepbound, qui sont les médicaments, un peu contre le diabète et l'autre contre l'obésité. Donc bref, carton plein chez Eli Lilly, tout le monde il est beau, tout le monde il est content, c'est une super société, le titre prenait 6% hier soir et terminait au plus haut de tous les temps, donc jusque là tout va bien. PayPal, grosso modo, des chiffres pas extraordinaires, mais c'est surtout les commentaires qui ont fait réagir le marché, enfin réagir mollement, hein, un peu comme les chiffres économiques, qui a fait réagir mollement le marché, puisque globalement ce qu'on nous dit c'est que le management se focus vraiment sur le retour de la croissance, donc ça on a bien aimé, le titre était légèrement en hausse. Quand on regarde le graphique de PayPal, on se dit que peut-être on est en train de redémarrer quelque chose de relativement intéressant au niveau graphique sur PayPal, à surveiller, mais sans s'emballer parce que pour l'instant les chiffres sont relativement bof. Et puis même si la Outlook a été légèrement upgradé pour l'année, c'est pas non plus l'euphorie pour le moment. Néanmoins, j'aime assez le graphique qui a l'air d'avoir vraiment fait sa base finale. Parlons maintenant des semi-conducteurs. Hier soir, après la clôture, il y avait deux boîtes qui publiaient. Tout d'abord AMD. AMD, vous connaissez, c'est un des rivales nommés de Nvidia qui pourrait potentiellement leur poser des problèmes sur la marche en avant du géant de l'intelligence artificielle. Donc AMD a publié des chiffres qui étaient plutôt ok. Ils ont matché les attentes du marché et puis ils ont surtout parlé de leur nouvelle puce justement liée à l'intelligence artificielle en disant avec un certain enthousiasme qu'ils allaient en vendre pour 4 milliards de dollars cette année en 2024. Sauf que finalement à Wall Street, eh bien les gars, ils attendaient plutôt 5 à 6 milliards de ventes, donc déception chez AMD. Alors je trouve toujours assez génial, hein. Sur la déception, le titre a perdu 6% after close.
parce que finalement, ils vont pas vendre assez de puces selon les prévisions de la boîte, alors que les banques prévoyaient beaucoup plus que ça, et donc on est déçu. Ce que j'aime bien, c'est que finalement, vous avez le mec qui est CEO, c'est sa boîte, c'est lui qui est dedans, c'est lui qui dirige cette chaîne de production, et qui vous dit, bah, je vais en vendre tant. Et de l'autre côté, vous avez des gars qui se pointent, qui sont des analystes financiers, qui travaillent avec des spreadsheets Excel, qui eux viennent vous dire, ah oui, non, mais moi je m'attendais à beaucoup plus, mais le gars, t'es pas dans la société, hein, donc c'est pas ton job. Donc ton job, c'est de faire des prévisions, et puis pas de te dire, moi je m'attendais à mieux, donc vous êtes nuls. Bref, ils s'attendaient à mieux, et donc ça a pas plu du tout chez AMD, et le titre a perdu 6% hier soir. Autre titre qui publiait hier soir, c'était Supermicro. Alors Supermicro, vous connaissez l'histoire, hein, c'est les serveurs pour l'intelligence artificielle. Ouah, c'est génial. Ils nous ont fait une petite déception l'autre soir parce qu'ils n'ont pas fait des prévisions dithyrambiques. Là, ils ont annoncé ce qu'ils allaient sortir. Alors, grosso modo, ils ont fait plus ou moins en ligne avec les attentes, voire légèrement meilleur que les attentes du marché, mais pas très clair comme publication. Et puis surtout, quand on regardait un peu à l'intérieur, on voyait qu'il y avait un léger ralentissement sur certains produits, sur les marges de certains produits. Et résultat, on peut supposer que finalement, l'accélération phénoménale de l'intelligence artificielle est en train de prendre une courbe un peu moins verticale. Hein. C'est un peu comme toutes les fusées, ça peut pas monter verticalement comme ça. À un moment donné, forcément, on s'incline un tout petit peu. L'attraction terrestre fait encore une fois son travail sur Supermicro. Et résultat, déception sur les chiffres hier. Bam, 10% dans les dents sur Supermicro. Bon, on la connaît, hein. Elle est capable de monter de 20 et de baisser de 20 en l'espace de 48 heures, donc c'est pas une grosse surprise. 10% de baisse sur Supermicro after close. Résultat pas tellement enthousiasmant, mais au-delà de ces résultats pas tellement enthousiasmants sur ces deux boîtes qui sont liées au secteur des semi-conducteurs, ce qui ne me plaît pas, c'est que finalement, quand on fait le bilan de tout ce qui est sorti sur les semi-conducteurs depuis 3 semaines, eh bien, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon surtout sur l'outlook. On est très prudent sur la suite, on n'est pas très enthousiaste, et c'est quand même un des main drivers du marché ces derniers temps. Donc on se dit, si les semi-conducteurs sont plus là pour nous tirer en avant, qu'est-ce qui va nous tirer en avant? Mis à part les Magnificent Seven, bien sûr. Donc du coup, si on regardait les performances du secteur des semi-conducteurs hier soir after close, tout le monde en prenait pour son grade. Ceux qui avaient publié, mais également ceux qui n'avaient pas publié hier soir. Le semi-conducteur index était en baisse de 2% after close. Et quand vous regardez la configuration du graphique, eh bien là aussi, on retrouve ce syndrome du lower high, c'est-à-dire que vous avez un plus haut et puis ça descend et puis on fait une marche en dessous et puis ça s'appelle une tendance descendante. Et résultat, quand on va commencer à prendre conscience du fait que pour l'instant, les semi-conducteurs, ils n'arrivent pas à repartir à la hausse et à casser cette tendance descendante assez rapidement, eh bien plus elle se renforce, plus elle va être difficile à casser. Et pour l'instant, c'est pas très très rassurant dans l'immédiat. Vous rajoutez à ça les chiffres économiques, la stagflation potentielle, les mouvements les décisions que vont devoir prendre la Fed ce soir. Ouh, ça risque d'être sympa quand même ces prochains jours. Heureusement qu'on peut se reposer le 1er mai pour être prêt pour la suite des événements parce que ça risque d'être chaud patate dans les jours à venir. Autre publication, je vais essayer de faire court, Pinterest a publié des chiffres moins pires que prévu, ils perdent toujours de l'argent, mais moins. Grosso modo, c'était plutôt encourageant sur ce trimestre. En plus de ça, ils ont dépassé les 500 millions d'utilisateurs. Alors perso, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert ce machin, mis à part mettre des photos sur un site internet, partager des photos, super. Bref, en gros, Pinterest a bien plu hier soir, le titre prenait 17%. Comme quoi, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, fabriquer tout ce que vous voulez, vendre tout ce que vous voulez. Il suffit que vous laissiez supposer que tout d'un coup, vous êtes en forte croissance pour faire n'importe quoi. Et ça cartonne. 17% de hausse sur Pinterest after close. Quand on parle de croissance économique, d'environnement économique favorable, que tout va bien, que tout le monde rigole, hier soir, Starbucks a publié ses résultats. Alors vous me direz, c'est pas forcément l'indicateur avancé de l'économie américaine, mais néanmoins, si tout d'un coup plus personne boit de café, c'est qu'il y a quand même à un moment donné où on coupe un petit peu les coûts. Et hier, quand vous regardez la publication des chiffres de Starbucks, au dehors du fait que le titre perdait 12% after close, vous vous dites que finalement, c'est pas terrible. Et quand vous écoutez ce que raconte le CEO, on a quand même l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors évidemment, on a peut-être moins envie d'aller au Starbucks où vous payez le prix d'un café, le prix du kilo de caviar, mais il y a 2-3 ralentissements. Et quand vous regardez les bullet points de la publication after close,
c'est pas très rassurant pour Starbucks, mais c'est pas très rassurant pour l'économie également. Tout d'abord, le CEO parle qu'il a noté des détériorations des conditions économiques globales. Donc ça, c'est pas non plus bestial, surtout que c'est pas ce qu'on nous vend depuis quelques semaines. Il a également signalé que les clients consommaient moins régulièrement, donc c'est-à-dire que les gars qui allaient acheter leur litre de café tous les jours, bah du coup, ils sont plus au litre, mais ils sont demi-litres. Donc il y a un ralentissement dans la consommation des consommateurs. Alors là, je vous l'ai dit, hein, la confiance du consommateur s'étiole. Les gens n'ont pas forcément confiance en l'avenir. On l'a vu sur la confiance du consommateur encore une fois, sans oublier que la confiance du consommateur, c'est le moteur de la croissance américaine. Et puis bah, derrière, les gens vont moins dépenser d'argent et ça commence à se ressentir également chez Starbucks. Qui signale aussi l'augmentation de la concurrence. Bon, ça c'est un grand classique. Et puis il a aussi dit clairement qu'il venait de vivre un trimestre de merde. Alors il peut aussi rajouter les problèmes à Gaza, la guerre en Ukraine, parce que ça c'est tous les trimestres qui nous le ressortent. C'est pas non plus super rassurant. Il a baissé sa guidance pour le reste de l'année. Bref, c'était des chiffres dégueulasses et le titre perdait 12% hier soir. Mais dans l'image, dans l'imagerie économique, eh bien quand Starbucks va mal, ça veut aussi dire que l'Américain revoit ses intentions de consommation, et si l'Américain consomme moins de Starbucks et moins de McDo, mais qu'est-ce qu'il mange? Et puis alors, on va terminer ces séries publications avec Amazon, puisque l'avant-dernier Magnificent Seven qui devait publier l'a fait hier soir after close. Grosso modo, des profits qui ont été multipliés par 3, une croissance délirante dans tout ce qui est cloud et intelligence artificielle, des chiffres meilleurs que les attentes, bref, tout va bien. Le seul petit point noir à l'intérieur de la publication des résultats d'Amazon, c'est qu'ils ont légèrement baissé leur guidance pour l'année. Bref, donc du coup, ça, peut-être que ça n'a pas super plu, mais néanmoins, le titre a pris 5% sur la première vague d'annonces, et puis après le conf call, ils en prenaient plus qu'un. C'est pas non plus l'euphorie chez Amazon. Néanmoins, au moins celle-ci, elle se prend pas une claque dans la gueule. Ils n'ont pas annoncé des détériorations des conditions. Ce qu'on retient surtout dans tout ça, c'est que finalement, quand vous regardez l'ensemble des Magnificent Seven qui ont publié jusque-là, mis à part Tesla, parce que c'est un cas à part, et puis Apple qui publiera après-demain, c'est que l'un dans l'autre, on voit que les Magnificent Seven s'en sortent tous plus ou moins très bien, que la croissance est là, que la croissance des earnings est encore là, probablement à cause de leur part de marché, mais vous voyez quand même que le ralentissement ailleurs, il est bien présent, et ça, c'est pas forcément très rassurant. On l'avait déjà vu il y a quelques temps, il me semble, la croissance des earnings se concentre surtout sur ces 7 titres, et pas forcément sur les 493 autres qui constituent le S&P 500. Et puis encore une nouvelle super importante, hier, Tesla n'a pas pris 14%. Non, Tesla hier a perdu 6%. Pourquoi? Eh bien parce que monsieur Elon Musk a viré la quasi-totalité des mecs qui s'occupaient de développer finalement le réseau des superchargeurs au travers de la planète. Il a viré quasiment tout le monde en disant: ah, mais vous inquiétez pas, on va continuer à faire croître le réseau des superchargeurs, mais plus lentement. Alors, ça pose quand même quelques petites questions. Ça lève quelques interrogations. La première chose qu'il faut se demander au milieu de tout ça, c'est mais si on est dans un business qui est en monstre croissance, pourquoi est-ce qu'on veut réduire le développement du réseau des superchargeurs? Est-ce que ce serait parce qu'on vend de moins en moins de voitures électriques? Est-ce que ce serait parce qu'il n'y a peut-être pas autant besoin de superchargeurs que ça, parce que on est en train de partir sur d'autres technologies? On voit que c'est les hybrides qui marchent le plus en termes de vente en ce moment. On ne sait pas. En tous les cas, il y a des marques comme GM ou comme Rivian qui ont décidé d'utiliser le système de superchargeurs et le système de prise de Tesla pour leur propre voiture. Et aujourd'hui, on leur dit: ah ben, on va moins développer le truc. Ah ben, on est content les mecs, c'est bien, parce que nous, on a bossé avec vous parce que vous avez une expansion monumentale au niveau des superchargeurs. Et là, hop, on coupe tout le monde et on fout tout le monde dehors. Ça peut nous pousser à se poser quelques questions. Mais bon, c'est le 1er mai, on va pas trop réfléchir. Néanmoins, il faudra s'en souvenir. Au niveau des chiffres du jour, nous aurons les JOLTS, mesures de l'emploi préférées de la Fed et de Madame Yellen, accessoirement. Nous aurons également les chiffres de l'emploi selon ADP. On attend 179 000 créations d'emplois. Alors là, attendez-vous à un ratage monumental, comme à chaque publication des chiffres de l'emploi, que ce soit les ADP ou que ce soit les non-farm payrolls. Et puis bien sûr, ce soir, autour de 19h, nous aurons Monsieur Powell qui va nous faire son speech après le FOMC meeting. Donc on attend bien évidemment aucun mouvement sur les taux. Par contre, on va être très attentif sur le wording, sur ce qu'il va nous raconter lors de son discours, et puis expliquer pourquoi l'inflation n'est pas si sous contrôle que ça. Un plan qui se déroule sans accroc, pas vraiment, pour le moment au niveau de la Fed, donc ce sera assez intéressant d'écouter Monsieur Powell. Bien sûr, c'est ce qu'attend le marché pour le moment. Et puis dernière chose qu'il faut tout de même retenir, parce que ça me fait un tout petit peu rigoler, c'est la publication du CPI en Europe.
Alors vous savez, depuis quelques temps, on nous dit oui, en Europe, Lou, c'est maîtrisé, l'inflation, tout va bien, on pourra baisser les taux au mois de juin. Bah hier, le CPI en Europe, il est sorti plus fort que les attentes, hein, le core CPI. Juste plus fort que les attentes. C'est marrant quand même, hein, parce que ça a l'air de faire un peu comme ça faisait aux États-Unis. Comme quoi, peut-être on va se poser des questions au niveau de la baisse des taux. Mais pour l'instant, on va pas se fâcher un 1er mai, les marchés européens étant fermés, il y aura bien mieux à faire que ça. Donc comme la journée va être plutôt calme, on va pouvoir également se concentrer sur toutes les publications américaines qui auront lieu aujourd'hui, puisque nous aurons Pfizer, CVS, Barrick, Mastercard, Norwegian Cruise, Kraft, Marriott, Qualcomm, Devon, Paycom, Carvana, Fastly, Etsy et Sonova qui vont publier aujourd'hui. Donc encore une fois, une grosse journée en termes de résultats. Il n'y a pas de gros noms. Maintenant, tout le monde attend Powell ce soir et Apple demain soir. Voilà, en ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée chômée. Ne vous gênez pas quand même pour vous abonner à la chaîne Swissquote en français, pour liker cette vidéo, pour les commenter, pour ceux qui s'ennuient pendant la journée. Et puis moi, je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis je vous retrouverai aussi demain autour de 10h30 sur BFM Business pour parler des voitures électriques et du business des voitures électriques avec Lorraine Goumeau. Je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis déjà de vous retrouver demain. Allez, bye bye.